Alors dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 2 du DS. Donc c'est une matrice qu'on va étudier de plein de méthodes différentes. Et ensuite, on aura une suite associée à cette matrice. Et ensuite, dans l'exercice 3, juste une étude de fonction. Voilà. Donc je ne vais pas tout corriger. Vous avez ici le corrigé qui est plutôt bien fait. Donc le déterminant étant non nul. Pour le déterminant, en fait, il vous suffit de, de faire la somme de la deuxième et la troisième ligne sur la deuxième ligne. On n'obtient que un 0 de nouveau ici. Et auquel cas, ensuite, quand on développe par rapport à la première colonne, vous avez un 2 qui apparaît, puisque le coefficient est 2 ici. Un plus devant, parce qu'on est sur la troisième ligne, première colonne, 3 plus 1, 4, c'est pair, donc plus. Et après, ce mineur. Donc 2 fois, 3 fois 2, moins 2 fois 2, donc 2 fois 2, 4. Ça vous donne une valeur différente de 0. La matrice est donc inversible. Et ensuite, dans ces cas-là, on verra que c'est une bijection de R3 dans R3. Donc, en fait, la seule fois où A de X est nul, c'est quand AX est nul. Donc, le noyau, c'est ceci. Et l'image, c'est forcément tout R3. Ce vecte, normalement, des trois vecteurs. Mais comme les trois vecteurs forment une base, puisque le déterminant est non nul, vous avez R3 directement. Donc là, on n'a pas besoin, juste à partir du moment où la matrice a un déterminant non nul, on a forcément ce résultat. Alors pour la question suivante, la question 2, la question 1C, on doit déterminer l'inverse de la matrice, alors par la méthode de Gauss-Jordan. Donc vous l'avez ici, vous regarderez les calculs, hein. Et donc l'objectif, c'est de partir de la matrice A à gauche et de la matrice identité à droite. On fait des équivalences en ligne. Et à la fin, à gauche, si on a l'identité, à droite, ce sera la matrice inverse de A. Alors pour la question 3, on doit faire le noyau, question 2, pardon, trouver les matrices, les applications associées à A plus moins I et A plus 2I, je crois. Moins 2I. Alors si je fais A moins I, A c'est cette matrice, moins I, j'obtiens moins 1, ici, ici 4, ici moins 1, et puis après c'est la matrice A. Voilà. Mais quand on vous demande l'application linéaire associée, vous faites cette matrice A moins I fois X, donc X, Y, Z, et vous obtenez ici moins X plus 3Y plus 2Z, et puis pareil, hein, partout. Donc F est de R3 dans R3, qui a X, Y, Z, associe l'application, enfin c'est ceci, donc on obtient moins X plus 3Y plus 2Z, moins 2X plus 4Y plus 2Z, et puis la troisième, ici. Voilà, donc je ne le ferai pas, mais c'est ça qui était demandé. Beaucoup m'ont donné juste la matrice A moins I, ou A moins 2I, mais ça ne suffisait pas. Alors ensuite, on vous demandait le noyau de l'application F, donc de cette application, c'est résoudre ce système. C'est chercher quand est-ce que f de grand X égale à 0. Si et seulement si, le système c'est le suivant. Voilà, égal à 0, égal à 0, et le troisième, 2x moins 3y moins z égale à 0. Alors ici, si on fait la somme de la deuxième et de la troisième ligne sur la troisième ligne, on a les x qui s'éliminent. On va aussi en même temps faire L2 plus 2 moins 2L3 L1, et on obtient donc moins x plus 3y plus 2z égale à 0,
Ici, ça, moins 2 fois ça, ça me fait moins 2y moins 2z égale à 0. Et ceci plus ceci, ça fait y plus z égale à 0. Donc là déjà on voit que y égale moins z. Et après avoir remplacé dans cette équation, on trouvera que x égale moins z. Donc E1, c'est égal à moins z, z. Il n'y a qu'un seul paramètre, le rang est égal à 2. Et le noyau est ceci. Donc on cherche quand est-ce que f de x égale à 0. Hein. On résout le système et on trouve ainsi le noyau de f. Donc ker de f, ou ker de a-i3, c'est égal à ceci. Voilà. On doit faire pareil pour 2, pour g de x avec un 2 à la place du 1 qui est là. Donc moins 2. Donc ici, ça fera moins 2, 3, moins 2. Voilà ce qui va changer. Donc on doit trouver ici le noyau. Pour trouver le noyau, on peut le faire par équivalence en ligne, au lieu de faire comme j'ai fait pour l'autre, en utilisant le système. À ce moment-là, on peut enlever AL2 la première ligne, et on peut ajouter à L3 la première ligne. Et on trouve en fait que c'est équivalent en ligne à que des zéros sur la dernière ligne, et puis moins 2, 3, 2. Donc en fait, E3, c'est égal à... donc on a moins 2x plus 3y plus 2z égale à 0. Donc x, c'est 1 demi de 3y, 1 demi donc 3 demi de y, et plus z. Voilà pour x. Donc deux paramètres, hein, c'est de rang 1 cette fois. Donc deux paramètres, y, z, appartenant à R2. Voilà. Alors chose que je n'ai pas dite, mais en fait, hein, pour E1, c'est que là je peux trouver E3 comme vecte 2. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de savoir passer de là à là. Alors ici on a 3 demi de y, y et z. C'est y facteur de 3 demi 1, 0, plus z facteur de... Alors j'ai oublié le plus z. Voilà. Z facteur de 1, 0, 1. Donc ici c'est vecte de 3 demi 1, 0 et de 1, 0, 1. Voilà. C'est aussi égal à vecte 2. Je peux prendre, multiplier par 2 ce vecteur. 3, 2, 0 et 1, 0, 1. Et j'ai ainsi répondu à la question d'après, qui était montrer que oui, donc c'est aussi la réponse à la question 3A. Voilà. Et j'ai pas répondu pour le premier, mais pour le premier aussi, c'est aussi simple. Alors maintenant, on vous demande d'étudier la question 3, de calculer le déterminant de la matrice Q, que je vais vous écrire. Donc le déterminant de cette matrice Q est égal à 1, c'est différent de 0. Donc la famille formée des vecteurs U, V, W est une base. Donc la matrice F, U, V, W, est la matrice. J'ai dit la matrice, la famille. J'espère que j'ai dit la famille, mais je crois que j'ai dit matrice. Est une base de R3. Donc ça c'est déjà intéressant. Et que dire de la matrice Q? Q est inversible, hein, comme pour A tout à l'heure. Voilà. Alors voici pour Q. Ensuite, déterminer Q-1, ça je ne le ferai pas, vous allez le corriger. Donc c'est la même méthode que pour A tout à l'heure. Alors question 4, vous aviez on avait défini R comme étant le déterminant
de A moins, ou de lambda moins I moins, oui, lambda I3 moins A. Donc vous calculez, hein, lambda I3, ça va faire lambda, enfin lambda I3 moins A, ça va faire lambda plus 2. Non, plus 0, pardon, lambda 3, 2, enfin moins 3, moins 2, moins 2, donc plus 2, lambda moins 5, moins 2, moins 2, 3 et lambda. Voilà. Alors pour calculer ce déterminant, il y a des méthodes plus ou moins rapides. J'ai essayé d'en trouver une assez rapide dans le corrigé. Donc j'ai d'abord fait la somme de L1, L2 et L3 sur la dernière ligne. Donc on a L3 remplacé par L2 plus L3. Ça nous permet d'avoir un 0 de plus. Donc les deux premières lignes, je ne réécris pas. Et si je fais ça plus ça, j'obtiendrai 0 là. Ici, j'obtiendrai lambda moins 2. Et ici, j'obtiendrai lambda moins 2. Voilà pour l'expression moins 2. Pourquoi moins lambda? Voilà. Non, c'est ça, lambda moins 2. Voilà. Alors ensuite, j'obtiens ceci. Je développe par rapport à la première colonne. Et ici, comme je suis sur la deuxième ligne première colonne, 2 plus 1, 3, je dois mettre un moins devant le 2. Et j'obtiens ceci. Voilà. Alors c'est pratique, j'obtiens lambda moins 2. Ah, j'aurais pu factoriser tout de suite, ça aurait été plus simple. Oui, je vais le faire. Bref, allez, je fais ici. Donc je factorise par lambda moins 2 ici. Et j'obtiens ceci. Voilà. Comme c'est linéaire, pour les lignes et les colonnes, on a cette possibilité. Donc je peux factoriser par lambda moins 2. Donc le fait d'avoir une forme factorisée pour ce type de polynôme est toujours très intéressant. C'est pour ça que je le fais. Et ça nous permettra d'ailleurs de résoudre la question d'après, tout simplement, grâce à ça. Donc ici, j'ai à faire, ça va me faire lambda facteur de lambda moins 5 fois 1 moins, donc plus 2. Donc lambda moins 3. Et ici j'ai un moins 2 fois, donc ça me fera moins 3 plus 2 moins 1, donc plus 2. Et j'obtiens au final lambda moins 2 facteur de lambda carré moins 3 lambda plus 2. Alors on vous demandait tout à l'heure après de factoriser R de x par lambda moins 2. Donc le P de x, c'est tout simplement ceci. Donc comme ça, je l'ai déjà. Je peux faire delta et trouver les racines, sinon je vois que 1 est racine évidente, et j'obtiens lambda moins 1, facteur de lambda moins 2, comme forme factorisée. Donc j'ai déjà les formes factorisées. Et donc ici, j'obtiens cette expression, et je peux les regrouper, et voici la forme factorisée de R lambda. Une fois que j'ai ceci, on a donc répondu aux questions petit b, je l'ai déjà fait, 4c, je l'ai fait aussi. En déduire les racines de r, ben les racines de r, c'est seulement si lambda égale 2 ou lambda égale 1. Ensuite, petit e, on doit factoriser, enfin, et trouver alpha n et bêta n, sachant que, donc 4 petit e, avec un stylo qui marche, ce sera plus simple. 4 petit e.
On admet que x puissance n s'écrit comme p de x, t de x, plus alpha n de x, plus bêta n. Et on cherche alpha n et bêta n. Je remplace x par les racines de p. Comme 2 est racine de p, j'obtiendrai 0 ici. Voilà. Ici, 1 puissance n, 1 est racine, donc j'obtiendrai 0 aussi ici. Voilà. On résout. Pour trouver alpha n, il suffit de faire la différence. Donc alpha n, c'est 2 puissance n moins 1. Et bêta n, je peux faire 2 fois ça, moins ça, et j'obtiens 2 moins 2 puissance n. Voici pour alpha n et bêta n. On a donc alpha n et bêta n. Une fois qu'on a ceci dans la question 4F, on vous demande, alors on calcule P de A, on trouve 0, donc c'est un polynôme annulateur de A, et on obtient A puissance n en remplaçant ici, égale P de A fois T de A plus alpha n A plus bêta n. Et là, le piège, attention, je ne veux pas à une matrice 3,3 sommer un nombre, ça n'existe pas. Il faut bien rajouter le I3. Certains l'ont oublié et l'ont rajouté après sans revenir à cette expression pour le rajouter. Ça, c'est bien dommage. Donc là, on obtient, comme c'est un polynôme annulateur, cela fait 0 et on n'a plus que alpha n A plus bêta n I3. Alpha n, c'est 2 puissance n moins 1. A, la matrice, c'est 1 A. Je ne vais pas, je fais les deux. Si, 1. 0, 3, 2, moins 2, 5, 2, 2, moins 3, 0. Bêta n, c'est 2 moins 2 puissance n fois i3. Et là, j'ai plus qu'à remplacer. Donc ici, en haut à droite, je vais obtenir 2 puissance n. Ensuite, ça fois ça, plus ça fois ça. Ben là, c'est facile. Ça nous fait 3 fois 2 puissance n moins 1, etc. Ben, vous avez l'expression dans le corrigé. Et on trouve cette expression là. Ah mince. Voilà. Cette expression ici. Voilà, donc elle est à plein d'endroits dans le corrigé. Voilà. Alors dans la question, utilisez P pour retrouver l'expression de A-1. Alors ici, comme P est un polynôme annulateur, je peux remplacer, on a P de A égale à 0, ce qui nous fait A carré moins 3A plus 2i3 égale à 0. Donc, moins A carré moins plus 3A égale 2i3, ce qui fait 1 demi de moins A carré plus 3A égale i3. Là, je factorise par A et j'obtiens 1 demi de moins A plus 3i égale i3. Et là, j'obtiens A moins 1. Voilà. J'ai factorisé par A pour passer de là à A. Donc, l'expression de A moins 1. Après, il ne reste plus qu'à le calculer. Je ne vais pas le faire. Et on a trouvé l'expression dans la première question. Alors, voici pour le petit G. Le petit 5. Ah oui, alors le petit 5. Question 5. On a à calculer Q-1 à Q, et il se trouve que l'on trouve après calcul cette expression. Voilà. Vous commencerez par calculer ce produit, puis après vous calculerez par Q-1. C'est plus facile. Parce qu'on voit que les colonnes de Q restent presque les mêmes. C'est juste que là, ce sera une fois d'abord la première colonne de Q, puis après 2 fois, puis après 2 fois. C'est pour ça que c'est plus simple. C'est pour ça que je vous ai conseillé de faire comme ça. Ensuite, dans la question B, ça, je trouve que ça n'a pas été mal fait. Quand vous avez ceci, on peut multiplier par Q à droite, à gauche,
et par Q-1 à droite, et on obtient ici, voilà. Alors, j'ai été trop vite, excusez-moi, et Q-1 à Q égale D, si et seulement si, et là j'ai multiplié par Q à gauche, et par Q-1 à droite. Donc D a été multiplié par Q à gauche, par Q-1 à droite. Là, j'obtiens I3, donc A égale Q, D, Q-1. A puissance n, c'est donc égal à ça à la puissance n. Voilà. Ici, à chaque fois, on obtient des I3. Donc ça s'élimine. Et on obtient Q, D puissance n, Q-1. Donc on a répondu à la question petit c, parce que là on n'a plus qu'à remplacer Q par son expression. D puissance n, ce sera ceci. Voilà. Et Q-1, on remplace par son expression, on fait le produit et on retrouve le résultat que l'on avait trouvé dans la question précédente. Donc on retrouve l'expression de A à la puissance n ici. Voilà. Voilà. A à la puissance n, on le retrouve ici. Donc, une chose que je n'ai pas faite, ni là, ni dans le pas dans le corrigé non plus, puis l'expression de A-1. Ah oui. Alors, l'expression de A-1, il faut que je le remette dans le corrigé. Personne n'a fait pour l'instant cette question. Puis j'ai commencé à corriger. Quand vous faites A-1, c'est QD, Q-1, moins 1. Alors quand vous avez AB à la puissance moins 1, ça vous fait B-1 à moins 1. Donc ici, j'obtiens ceci en premier, donc Q-1 moins 1, D-1, et celui-là en dernier. Voilà. Alors Q-1 moins 1, c'est Q, D-1, Q-1. Et D-1, c'est tout simplement 1, 0, 0, 0, 1 demi, 1 demi, 0, 0, 0. Q-1. Donc là, il suffit de faire ce calcul et on retombe sur A-1. Voilà, donc une autre façon de calculer A-1. Alors, question 6. On vous demandait... Ah oui. Donc, on définissait B comme étant A moins I, 3. B égale A moins I3. On trouve B. Alors, le calcul est facile, je ne vais pas le faire. Après, on calcule B carré, on retombe sur B. On pose par récurrence que, quel que soit, qu'on a B puissance n égale B quand n supérieur ou égal à 1. L'initialisation est évidente puisque B puissance 1 égale B, donc P1 vrai. Ensuite, pour l'hérédité, soit n appartenant à grand N étoile, supposons Pn vrai, et là, vous faites Bn plus 1, c'est B fois Bn. Vous appliquez l'hypothèse de récurrence, donc c'est B fois B. Or, B fois B, B2, on a trouvé B. Donc, on a B puissance n plus 1 qui est égal à B. Donc, Pn plus 1 vrai. Donc, pour tout n, on a montré par récurrence que B puissance n égale B pour n supérieur ou égal à 1. Alors, maintenant, on peut utiliser ceci puisque quand on veut A puissance n, A s'écrit comme B plus I. Donc, A puissance n, c'est B plus I puissance n. B et I commutent, et ça, si vous ne le mettez pas, vous n'aurez pas tous les points. Donc, on peut utiliser la formule du binôme. Si vous ne le mettez pas, donc on peut utiliser la formule du binôme de Newton. Vous n'aurez pas tous les points. Et quand j'utilise la formule du binôme, j'obtiens ceci, K parmi n, B puissance K, I 3 puissance n moins K,
mais le I3, j'en ai pas besoin, puisque ça fera I3, et I3 fois ça, ça me donne B, puissance K. J'utilise le fait que pour n supérieur ou égal à 1, on a B puissance n qui est égal à B. Donc, quand je fais la somme de K égale 1 jusqu'à n, j'ai que des valeurs de K qui sont supérieures ou égales à n. Donc, je peux remplacer B puissance K par B. Donc, je peux factoriser par B. Et le terme en 1 que je viens de sortir, c'est 0 parmi n, donc 1. Et B puissance 0 dans ce cas-là, c'est I3 et non pas B. C'est pour ça que je ne peux pas faire commencer à 0 ici. Ici, je fais commencer à 0 et donc j'enlève le terme en 0. Là, je reconnais la somme des coefficients binomiaux, c'est 2 puissance n, mais c'est aussi la formule du binôme avec 1 puissance k et n moins k. Donc 1 plus 1, 2 puissance n. Voilà. Donc moins 1 fois b plus i3. Et si je fais le calcul jusqu'au bout, j'obtiens de nouveau l'expression qu'on a déjà tant trouvée, qui est celle-ci. Voilà. Alors, ici, on vous définit AN, BN et CN dans la question 7, tel que A fois ceci donne xn plus 1. Là, vous regarderez la récurrence, mais on montre par récurrence ceci. Voilà. Ça, c'est classique. Ensuite, AN, on l'a tellement calculé qu'on peut maintenant le remplacer par l'expression qu'on avait trouvée. X0, c'est dans l'énoncé 1 moins 1, 1. Donc, on remplace X0 par 1 moins 1, 1. Et puis, après le calcul, on trouve ce que l'on a dans le corrigé. Cette expression. Voilà. Alors, pour l'exercice 3, c'était un prolongement. Il y avait d'abord un prolongement par continuité. Alors, cette fonction f de x, on va étudier ses périodicités. Son domaine de définition. Alors, pour le domaine de définition, tout simplement, il faut que sinus x soit différent de 0. Donc, on cherche quand est-ce que sinus x égale à 0, si et seulement si x égale à 0 modulo pi. Donc, le domaine de définition, il suffit d'enlever toutes les valeurs où sinus x s'annule. Donc, d, c'est r privé de pi z, tous les multiples de pi, ce qui se note pi z. Alors, ensuite, une fois qu'on a le domaine de définition, on vous demande la périodicité. Donc, on constate que si j'ajoute 2π comme cosinus et 2π périodique et le sinus et 2π périodique, on obtient de nouveau, ça c'est cosinus x, ça c'est sinus x, il faudrait que je l'écrive, on obtient ceci. Donc, c'est f et 2π périodique. La parité, on fait f de moins x. Or, cosinus de moins x, c'est cosinus x. Sinus de moins x, c'est moins sinus x, donc je vais avoir un moins de 20. Et je reconnais moins f de x. Donc elle est impaire. Alors la périodicité me permet d'étudier sur moins pi, sachant que ce n'est pas défini, en moins pi. J'enlève la valeur 0, et la parité me permet encore de diviser par 2 et de réduire l'étude à 0 pi. Voilà. Alors on va étudier les prolongements en 0 pi, en 0. Prolongement en 0 de cette expression. Donc pour celui-ci, pour le prolongement en 0, tout simplement, on va procéder par équivalence. L'équivalence de 1 moins cosinus x en 0, c'est x carré sur 2. Sinus x c'est x, donc c'est équivalent à 1 demi. Donc f de x tend vers 1 demi quand x tend vers 0. On peut prolonger par continuité, on posera f de 0 égale 1 demi, et cette fonction devient continue en 0 alors qu'elle n'était même pas définie. Alors une fois que ceci est fait, donc on vous dit que dans l'énoncé on aura toujours f de 0 égale à 0, étudier la dérivabilité en 0, donc il faut faire le taux d'accroissement.
le taux d'accroissement de f en 0. Donc c'est f de x moins f de 0 sur x moins 0. On obtient l'expression 1 moins cosinus de x sur sinus x. C'est équivalent à ceci, x carré, puisque sinus x, j'ai oublié le x qui est là. Voilà. Et donc, c'est égal à 1 demi. Ah, tout à l'heure, j'ai fait une bêtise. J'avais dit x carré sur x, ça faisait x sur 2. Et donc, ça tendait vers 0. Donc, la limite, c'était 0. Et il fallait poser f de 0 égale à 0. Voilà. Et donc, c'est là qu'on a 1 demi. Et là, ce sera f' de 0. Donc, la fonction, elle est dérivable en 0. Et le nombre dérivé vaut 1 demi. Ensuite, on vous demandait, est-ce qu'elle est C1? Donc pour ça, il faut calculer la dérivée de f' de x. Je vous fais grâce des détails et on tombe sur 1 moins cos de x sur sinus carré de x. C'est équivalent à x carré sur 2 sur x carré, puisque le sinus est équivalent à x. J'ai le droit de prendre des puissances d'équivalent. Et le 1 moins cos carré, c'est x carré sur 2. Donc on obtient 1 demi. Donc la limite de f' de x en 0, c'est 1 demi, c'est f' de 0. Donc la fonction, elle est C1 en 0. Elle est donc C1 sur 0 pi. Voilà. Alors, la question 3. Dresser le tableau de variation de f. Donc, je viens de calculer f', mais malheureusement, je viens de l'effacer. Donc, question 3, f' de x est 1 moins cos x sur sinus carré de x. Or, cosinus x est compris entre 1 et moins 1. Donc, 1 moins cos x est supérieur ou égal à 0. Donc, f' de x est positive. Donc on a le tableau de variation positif 0 pi f' de x et f croissant. On avait trouvé que 0 en 0, sa limite était 0. Et on avait fait un prolongement par continuité en 0 en posant f de 0 égale à 0. Et ici, en pi, je pense que là, en revanche, on va tendre vers plus l'infini. Oui, c'est ça. 1 moins cos x tend vers plus 2 quand x tend vers 0. Et sinus de x quand x tend vers... en pi. Ça fait, en pi, ça fait 1 moins 1. Et en pi, ici, ça tend vers 0. Plus, on est sur le cercle trigo. On tend vers pi par valeur positive, donc 0 plus. Donc f de x tend vers plus l'infini quand x tend vers 0, vers pi moins. Voilà. Donc ici, plus l'infini. On a répondu à la question 3A. Ensuite, tableau de variation de f'. Tableau de variation de f', on dérive la fonction f', on trouve une dérivée. Voilà, je vais faire les commentaires du corrigé. Voilà. Donc on a f seconde, comme c'est la forme u sur v, donc u'v moins uv' sur v carré. Après simplification, on obtient ceci. Donc la dérivée seconde est positive, donc la dérivée première est croissante. Il y a une valeur où en 1, on notera f' de 1 égale alpha. Voilà. Donc, d'où le tableau.
tableau de variation de f' sur 0pi. Je vais le conserver. Ce sera important. F seconde de x positive. Donc f' croissante. En 0, ça va aller, la dérivée va aller 1 demi. Ah, il y a une petite coquille, puisqu'il me semble que f' de 0, c'est 1 demi. Voilà, donc je vérifie juste. Je vais prendre 30 secondes. Oui, c'est ça. F' de 0, c'est 1 demi. Donc il y a une petite erreur dans mon tableau de variation que je vous ai montré. En 1, ça vaut alpha. Et ici, en pi, ça tendra de nouveau vers plus infini, mais on n'a pas besoin. Donc, quel que soit x appartenant à 0, 1, f' de x est compris entre 1 demi et alpha, donc est compris entre 0 et alpha, d'après le tableau de variation. Si c'est au-dessus d'un demi, c'est compris entre 0 et alpha c'est f' de 1, et f' de 1, donc l'expression de f', c'est 1 moins cosinus donc de 1, le sinus carré de 1, voilà. Et ceci est environ égal à 0,65, donc c'est strictement inférieur à 1. Voilà, c'est compris entre 0 et 1. Alors après, on utilise l'inégalité des accroissements finis, puisque c'est vrai quel que soit x appartenant à 0, donc inégalité des accroissements finis, quel que soit x, y appartenant à 0 pi, on a f de x d'y moins f de x en valeur absolue inférieur ou égal à alpha. Alors on n'est pas obligé, et je crois que oui, c'était une inégalité avec le 0. Voilà. 0 et alpha y moins x. Voilà. Avec y supérieur ou égal à x, bien sûr. Une fois qu'on a ceci, on l'applique avec x égale à 0, pour x égale à 0. Voilà, alors ça c'est vrai dans ce sens, mais aussi c'est vrai comme ça. Voilà. Et donc, pour y égale à 0, on obtient, quel que soit x appartenant à 0, 1, on a 0, f de x moins f de 0, inférieur ou égal à alpha x. Ça vaut 0. Donc on a l'inégalité qui était attendue, comme ceci. Regardez le corriger. Ensuite, on note un plus 1 égale f de un et u0 égale 1. Et grâce à cette inégalité, dans un premier temps, vous voulez montrer par récurrence, ben ça c'est facile, cette inégalité. Donc ça c'est extrêmement classique. Vous faites comme on a fait dans les éléments de cours, c'est-à-dire que vous vérifiez qu'on a bien ceci pour l'initialisation. Vous supposez vrai au rang n, vous appliquez f qui est croissante, et donc on aura de nouveau le résultat. Donc ça c'est héréditaire, donc la fonction elle est décroissante minorée par 0, donc convergente. Voilà. Théorème de la limite monotone, elle converge. un donc tend vers L avec L supérieur ou égal à 0 puisque un est positive. Comme u0 et elle est majorée par u0 qui vaut 1. Donc quel que soit n appartenant à grand N, un appartient à 0,1. On peut lui appliquer l'inégalité qui est là. Et en appliquant l'inégalité qui est là, on a systématiquement, quel que soit n appartenant à grand N, 0, f de un inférieur ou égal à un. Je remplace x par n, un. Voilà. Ensuite, ceci c'est un plus 1. Donc on obtient cette inégalité. Et là ensuite, par récurrence, on montrera que un est inférieur ou égal à, j'ai oublié le alpha ici. Voilà, le alpha, voilà. Ensuite,
On monte par récurrence ceci, vous regarderez corriger aussi. Voilà, U1, U0 c'est 1. Donc on a UN qui est inférieur ou égal à alpha n. Ceci, alpha n comme alpha est inférieur à 1, on a alpha puissance n qui tend vers 0. Donc on a UN qui tend vers 0. Voilà. On a résolu le petit problème de l'exercice 3. L'incrémentation en Python, je vous l'ai mis, il y a plusieurs façons de procéder. Bon, je vous ai mis une méthode. Vous regarderez. Voilà. On fera de toute façon plus d'infos sur la fin de l'année. Donc voici l'incrémentation. Voilà.